Bonjour et bienvenue à l'épisode 198 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexion, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable et durable de vos organisations. L'année 2025 est là et prenons un moment pour explorer les livres qui ont une place prioritaire sur notre table de chevet. Question d'accroître notre capacité d'action stratégique. Nous vous proposons aujourd'hui d'explorer 9 livres et les raisons qui nous poussent à s'y intéresser. Bonne écoute. Bonjour Jean-François. Bonjour Éric. Jean-François, on a colligé une liste de 9 livres. J'aimerais peut-être ouvrir le bal par le premier. Oui. Et je pense que, notons pour les auditeurs que la liste, elle n'est pas dans un ordre particulier. On peut les lire dans l'ordre ou dans le désordre. C'est à votre guise. Je n'ai aucune idée dans quel ordre je vais pouvoir les lire cette année. Mais clairement, c'est une liste qui m'intéresse énormément et que je voulais partager. Le premier livre que j'aimerais vous parler, Think Again, de Adam Grant. Et bon, on sait que Adam Grant est un psychologue organisationnel et auteur américain, professeur à Wharton. Il est surtout connu pour ses livres à succès, notamment Give and Take, Originals et bien sûr Think Again. Comme expert en psychologie organisationnelle, ses recherches portent sur la motivation, le leadership, la générosité, la créativité et la résilience. Il est considéré comme l'un des 25 penseurs en management les plus influents du monde. Donc, clairement, il a quelque chose d'intéressant à dire. Il anime aussi un podcast, il est conférencier recherché, il intervient auprès des entreprises. Bref, c'est quelqu'un de très connu. Ses travaux ont un impact significatif sur la façon dont les gens pensent le travail, la motivation et la créativité. Donc ça, c'est le profil de Adam Grant, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Maintenant, la question est beaucoup plus de pourquoi s'y intéresser à son livre Think Again. D'abord, j'aimerais mentionner que j'ai beaucoup aimé son livre Give and Take, où il explore les relations entre les individus et leur mode d'interaction. On peut être un giver, un taker ou quelqu'un qui cherche la réciprocité et j'avouerai que sa perspective dans ce livre est très rafraîchissante et je le recommande chaudement comme livre pour s'intéresser aux relations entre individus, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. Maintenant, Think Again d'Adam Grant est un livre qui nous invite à reconsidérer nos opinions et embrasser ce qu'on dit comme la joie d'avoir tort. Intéressant. Pour moi, la capacité de changer d'avis ou d'apprendre de nouvelles informations, c'est quelque chose qui est essentiel pour s'adapter et réussir. Et le livre offre un cadre pour cultiver cette mentalité de croissance, embrasser l'incertitude et la joie d'apprendre et de se remettre en question. Et je pense que c'est extrêmement intéressant, surtout dans le cadre économique ou politique dans lequel on vit. Qu'est-ce que 2025 nous apporte? Et je dirais, j'ai bien hâte d'explorer le contenu de ce livre-là, voir comment les éléments clés de celui-ci s'intègrent à d'autres ouvrages que j'ai pu lire. Et je pense notamment à Carol Dweck dans son livre The Learning Mindset. Donc, la notion de fixed mindset ou un learning mindset, la capacité d'apprendre, la capacité de se remettre en question, la capacité d'intégrer ces nouveaux apprentissages et de croître et de faire évoluer sa pensée. Oui. Je dirais, ultimement, ça va certainement influencer notre compréhension du monde et de ses différents enjeux. On en a parlé à l'épisode 197. Je pense que ça va être extrêmement intéressant dans un contexte de penser à nos capacités d'innovation et de transformation des organisations. Alors, c'est pour ça que ce livre-là, Think Again, je pense qu'il y a des choses extrêmement intéressantes à aller puiser dans cet ouvrage. Oui, je pense aussi. Je connaissais pas du tout cet auteur-là, mais ça fait écho à plein d'autres livres que j'ai lus et j'ai très hâte de voir ce que tu en penses et puis d'y jeter un coup d'œil aussi. C'est quelque chose que je découvre, donc, mais c'est surtout le plaisir d'avoir tort, mais aussi le plaisir de compléter sa vision du monde avec d'autres éléments qui nous permettent justement de mieux comprendre ou de mettre à jour des modèles qui pourraient être un peu datés. Voilà, très bien. Donc ça, c'est le premier livre. Le deuxième que je vous propose cette année, d'un auteur qu'on connaît tous sur le podcast, parce qu'on parle souvent de Roger Martin, A New Way to Think, qui est son ouvrage qui était paru, je crois, en 2023.
Roger Martin, évidemment, c'est une figure influente dans le domaine du management. Il est reconnu pour ses idées novatrices sur la stratégie, l'innovation et la prise de décision. J'en ai parlé souvent sur le podcast. Il a même été nommé en 2017 comme penseur mondial numéro 1 en termes de gestion par le collectif Thinkers 50, qui est un collectif qui met en valeur justement les grands penseurs du management. Un classement semestriel des penseurs mondiaux, donc les plus influents dans le domaine des affaires. Il est auteur, conseiller en stratégie canadien, parce que c'est un Canadien, mentionnons-le, qui est reconnu pour ses travaux sur la pensée intégrative et la stratégie dans le domaine des affaires. Quelques faits importants pour cadrer qui est Roger Martin, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a été doyen de la faculté Rotman School of Management de l'Université de Toronto pendant, je pense, 10-15 ans. Il a été co-directeur du cabinet de conseil en stratégie Monitor, qui est aujourd'hui Deloitte Monitor. C'est bien évidemment un auteur prolifique. Pensons à Playing to Win, qu'on mentionne souvent sur le podcast. Creating Great Choices, que j'ai souvent parlé, qui je recommande aussi chaudement. On parlait tantôt de modèles mentaux ou de façon d'analyser des problématiques. Comment créer de nouveaux choix plus valorisants ou plus valorisés, si je peux dire. Un livre excellent et puis évidemment plusieurs autres livres. J'ai souvent mentionné que Roger Martin a soulevé ou intégré la notion de design thinking et pensée intégrative dans la réflexion stratégique. C'est quelque chose de vraiment unique. Toutes les semaines, il écrit sur Medium notamment un blog qui nous parle de stratégie, qui nous parle de l'application de certains concepts et modèles de stratégie. Très, 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 très pratique. C'est chaudement recommandé à tous ceux qui s'intéressent justement sur le côté stratégie. Maintenant, ça c'était Roger Martin. Pourquoi s'intéresser à son livre A New Way to Think? Ce livre-là tire justement son origine de ses multiples publications sur Medium et son livre veut aider à développer la pensée critique et la créativité, prendre de meilleures décisions. Donc, encore une fois, il y a une thématique de prendre de meilleures décisions, les modèles mentaux. Oui. Favoriser l'innovation et devenir bien évidemment un leader plus efficace par cette prise de décision. Je vous le dis, Martin est un excellent communicateur. D'ailleurs, je vous invite à consulter la vidéo, sinon la vidéo la plus vue de HBR sur YouTube, c'est-à-dire une vidéo où Roger Martin nous explique que un plan n'est pas une stratégie. Donc, planification stratégique versus formulation de la stratégie. Petite vidéo de 5 minutes, je pense que ça démystifie beaucoup de questions sur ce sujet. J'ai vraiment hâte, je vous dirais, de plonger dans son livre. J'apprends toujours énormément quand je lis ou je m'intéresse à ce que Roger Martin nous dit. C'est pratique, c'est immédiatement applicable, ça se lit facilement, c'est très, très, très intéressant. Oui, moi, Roger Martin, c'est comme un vieil ami. C'est comme les films de Clint Eastwood. Ses livres, tu veux tous les lire. Dès qu'il sort quelque chose de nouveau, je dis pas que tu veux le lire d'un bout à l'autre, mais je veux savoir ce qu'il y a dedans. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je veux voir comment sa pensée continue à évoluer. Et comment est-ce que ça peut continuer à compléter les modèles dont on parle sur le podcast et les modèles des autres personnes qu'on rencontre ou qu'on fait parler sur le podcast. Oui. Non, c'est passionnant. Bravo. Le troisième livre dont on veut parler s'intitule « L'excellence décisionnelle » d'Olivier Zara. Ceux et celles qui sont les fidèles de ce podcast auront reconnu notre invité de l'épisode 190. Si vous ne l'avez pas écouté, courez et écoutez Olivier Zara, l'épisode 190. Olivier Zara est un expert des domaines qui contribuent à la performance et à l'agilité des entreprises. C'est un pionnier du management de l'intelligence collective et aussi un architecte des décisions complexes. Donc, c'est vraiment la personne qui s'intéresse justement à cette question-là de prise de décision. Donc, il écrit, c'est un auteur prolifique qui conçoit et propose depuis plus de 20 ans des outils, des technologies, des protocoles pour connecter les intelligences, les savoirs, les talents. Je pense que c'est tout à fait dans l'air du temps. Mais c'est surtout le livre sur l'excellence décisionnelle que je veux lire avant celui sur l'intelligence collective pour sauver la planète qui est paru en septembre dernier. Pourquoi est-ce que je pense que c'est important de s'intéresser à cette question-là ou à cet auteur-là? Je trouve la pensée d'Olivier Zara extraordinairement utile aujourd'hui. Pourquoi? Parce que intelligence collective ne nous donne pas de décision. Hein? Donc, il faisait cette différence-là entre l'intelligence collective et l'intelligence créative. Enfin, il y a tout un ensemble de choses là-dedans. Il est très habile pour donner du sens dans ces différents concepts-là. Et pour moi, donner du sens, ça nous permet d'agir. Donc, comment est-ce agir en
l'intelligence collective, mais surtout en ce moment, agir en matière de prise de décision. Je le répète souvent, cette question-là de prendre des décisions est vue différemment selon différentes cultures, mais en quelque part, sans décision, il n'y a pas d'action. Donc, je pense qu'on est déjà convaincu que l'intelligence collective, c'est une voie importante pour solutionner les problèmes complexes auxquels nos sociétés, nos entreprises, nos organisations font face. Mais la prise de décision, l'arbitrage, l'établissement des priorités, ça reste quelque chose de complexe. Et quels sont les mécanismes pour nous permettre à augmenter notre moyenne au bâton lorsqu'on prend des décisions? Tout est bon à prendre. Donc, je vais définitivement lire et vous parler de l'excellence décisionnelle d'Olivier Zara en 2025. J'ai bien hâte d'entendre ce que tu as à nous dire sur ce livre d'Olivier. J'ai beaucoup aimé l'épisode. Le concept d'excellence décisionnelle est vraiment une façon unique d'aborder justement la prise de décision. Alors, chapeau, j'ai hâte de très intéressé par ce que tu vas en ressortir. Dans ce contexte, j'aimerais parler du 4e livre. Évidemment, prise de décision nous amène par la suite, évidemment, à persuader, à influencer. Et c'est pour ça que le livre Influence, The Psychology of Persuasion de Robert Cialdini est un livre que je mets sur ma table de chevet. Ça fait longtemps qu'il est là et je veux m'y plonger cette année. C'est un auteur, Robert Cialdini, c'est un auteur et psychologue américain largement reconnu pour ses travaux sur l'influence et la persuasion. Donc, on sait que si on prend une décision, mais après, il faut la communiquer, il faut influencer notre organisation, il faut influencer, évidemment, d'une façon positive, mais le livre de Robert Cialdini, je pense que c'est intéressant de s'y attarder. Quelques points clés sur Robert Cialdini. Du point de vue de sa carrière académique, il est un professeur émérite en psychologie et marketing à l'Arizona State University. Il a aussi été professeur à Stanford. Cialdini est considéré comme un expert mondial de la science et de l'influence dans son application éthique dans le domaine des affaires, et je dis bien éthique. Du point de vue recherche, il a consacré sa carrière à la recherche scientifique sur les raisons qui poussent les gens à dire oui aux différentes demandes. Donc, vous comprendrez que c'était extrêmement intéressant à comprendre qu'est-ce qu'il a fait comme recherche. Et son livre, que je mentionnais tantôt, qui est en français « Influence et manipulation », il a initialement été publié en 1984, donc ça date pas d'hier. Oui. Et ça a été vendu à des millions d'exemplaires, traduit dans de nombreuses langues. Il présente 6 principes de persuasion, j'en parlerai pas ici, mais c'est quelque chose que je vous parlerai un peu plus tard au courant de l'année. Et les travaux de Cialdini ont eu un impact positif sur différents domaines, notamment, entre autres, le marketing et les ventes, la négociation et évidemment le développement personnel. Moi, ce que je retiens, marketing, vente et négociation, tous des éléments qui sont très importants dans le contexte de notre podcast et des sujets qu'on parle quand on parle de modèle d'affaires, d'influencer l'organisation, transformation de l'organisation. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de s'y intéresser. C'est un classique dans le domaine de la psychologie sociale qui a captivé clairement des milliers et des millions d'auteurs, de lecteurs, pardon. Quelques raisons pour s'y intéresser, comprendre évidemment les mécanismes de persuasion, se protéger de la manipulation, c'est une chose de les utiliser, mais c'est une chose de savoir quand on les utilise pour ou contre nous, d'améliorer ses propres compétences en persuasion, et c'est là que je pense que ça a un impact très important sur nos compétences qu'on veut développer et l'application pratique dans différents domaines, comme je le disais tantôt, négociation, management, etc. Je pense que ça a son lot de bénéfices, de maîtriser les éléments que Cialdini nous apporte dans son livre. C'est pour ça que c'est sur ma table de chevet. Je veux vraiment mettre la main sur les différents concepts qui sont notamment mentionner et de voir comment ça s'applique aussi dans notre quotidien quand on parle, comme je le disais tantôt, de transformation des organisations. Il y a des éléments qui sont importants à bien maîtriser dans ce contexte-là. Et ça ouvre la porte au 5e livre qui est sur ma table de chevet, sur notre table de chevet commune, le Predictably Irrational de Dan Ariely, qui est un économiste comportemental de l'université Duke aux États-Unis. Il est surtout connu pour ses recherches sur l'irrationalité humaine. Oui. On dit souvent qu'on achète selon nos émotions et on rationalise notre décision. Oui. Donc, je pense que ça va être intéressant de plonger dans ce livre-là de Dan Ariely, de comprendre sa pensée et de voir tout ça, comment ça prend forme. Quelques points intéressants sur son profil, s'il est spécialisé dans l'économie comportementale, la psychologie cognitive, la théorie des jeux. Ses recherches portent sur la manière dont les gens prennent des décisions en situation d'incertitude, sujet
très intéressant compte tenu de tout ce qu'on a parlé par rapport à l'environnement VICA dans lequel on évolue, surtout en 2025. Oui. Son impact, ses travaux ont un impact significatif sur différents domaines. Parlons notamment de l'économie, du marketing, de la santé, des politiques publiques. Ces idées sont utilisées pour concevoir des interventions qui encouragent les gens à prendre de meilleures décisions. Donc, encore une fois, on parle de décision, on parle d'influence. C'est pour ça que c'est intéressant de s'y attarder. Prendre de meilleures décisions, Predictably Irrational de Dan Ariely est un livre qui mérite notre attention pour différentes raisons, comme je l'ai déjà mentionné. Comprendre nos propres comportements, améliorer nos relations, prendre de meilleures décisions, que ce soit financières ou d'affaires, et bien évidemment devenir un consommateur dans la vie de tous les jours plus averti. Donc, comprendre et décrypter les différentes stratégies marketing qui exploitent nos faiblesses psychologiques. Donc, ce qui est intéressant dans ce livre, évidemment, il y a un contexte, une application d'affaires comme décideur, mais aussi, dans notre vie de tous les jours, on est exposé, bombardé même de toutes ces tactiques-là. Ça va nous permettre d'y faire face de façon peut-être un peu plus, moi, je dirais, éduqué, si je peux dire de cette façon-là. C'est le bon mot. Oui. Non, et puis moi, Paul Krugman a pris sa retraite du New York Times cette année. Je suis en deuil. Donc, je vais peut-être me plonger vers Ariely parce que je cherche un autre économiste pour nous parler de ce qui se passe, du monde qui nous entoure, de la complexité de nos économies, des rôles, et puis surtout des rôles de tous les acteurs économiques et de toutes ces places. Le marché financier, le marché du travail, tous ces marchés qui sont là, sur lesquels nous sommes présents, soit en permanence, soit de temps en temps. Et cette évolution-là des modèles classiques ou néoclassiques qui nous disent que l'individu est rationnel, alors que là, Predictably Irrational, c'est parfait. Ça m'inspire. Et cet aller-retour entre le macro et le microéconomique, je pense que ça va être délicieux. Excellent choix. Le 6e livre je propose dans notre liste ici, c'est Bedtime Stories for Managers de Henry Mintzberg. Encore une fois, c'est peut-être grâce à ces rencontres-là qu'on a envie de se replonger ou de se plonger encore plus dans l'œuvre des gens qu'on fait parler ou à qui on pose des questions. Donc, Henry Mintzberg, l'épisode 188, il enseigne depuis 1968 à la faculté de management des hôtels de l'Université McGill à Montréal. Il occupe la chaire Cleghorn d'études en management. Il est ingénieur diplômé de McGill, détient une maîtrise et un doctorat de Sloan à MIT. L'auteur de 21 livres et 180 articles scientifiques sur le management. Il est récipiendaire de 21 diplômes honorifiques. Enfin, c'est le CV que tu voudrais avoir, entre guillemets. Oui. Donc, pourquoi s'y intéresser? Eh bien, parce que la vision et la façon de voir de Mintzberg de nos organisations, de la stratégie et du management, premièrement, elle n'a pas pris une ride. Monsieur Mintzberg, la pensée est toujours aussi vive que quand moi j'en ai fait l'expérience les premières fois il y a 30 ou 35 ans. Et il est maintenant, moi j'ai pris de la maturité, j'ai pris de l'expérience et j'entends son discours d'une manière très différente. Learning by doing, donc travailler des études de cas. Ben, pourquoi pas aller regarder les 42 cas que Mintzberg lui-même a choisis. Et je vais te citer qu'est-ce qu'il y a en page de couverture, en 4e de couverture, comme on dit. Laissez-vous surprendre parce que vous lisez. Certaines de mes idées les plus dérangeantes se sont révélées les meilleures. Elles prennent juste plus de temps pour devenir une évidence. Eh bien ça, what's not to love, grosso modo. Allons voir ces anecdotes-là et essayons de les mettre en perspective par rapport au sujet qu'on développe sur le podcast pour s'en nourrir et puis voir un peu peut-être à la fois les limites des uns et des autres, et puis, comme tu dis, là, se donner l'occasion d'avoir tort, ou au contraire, de lui prouver qu'il a tort trop bien. Je pense que c'est cette réflexion-là de se plonger dans les ouvrages de Mintzberg, celui que tu parles, mais surtout provenant d'un auteur aussi prolifique, clairement qu'il y a des choses extrêmement intéressantes à dire. Je pense que comme le bon vin, il y a des idées qui se révèlent plus meilleures rapidement. Certaines se révèlent meilleures avec le temps, surtout avec l'expérience, surtout avec la preuve, le test du temps, si je peux dire, qui montre comment ça prend forme dans les organisations. Et surtout,
je dirais, avec la pensée qu'on développe avec le temps, il y a différents modèles, on voit vraiment l'apport de ces pièces-là, comment qu'elles s'influencent l'une et l'autre et comment qu'on devient un meilleur décideur quand on intègre ces pensées-là, que ça nous amène à concevoir les enjeux de façon différente et peut-être justement à prendre de meilleures décisions. Fait que j'ai hâte de voir ce que tu vas en ressortir de ta lecture d'Henri Mintzberg. Et face à de grands penseurs, j'ouvre la porte à un autre qui est Gary Hamel. Ouais. Gary Hamel, dans son livre What Matters Now, c'est le livre que j'ai choisi pour 2025. Parlons de Gary Hamel, qui est un penseur en management américain, qui est très reconnu pour ses idées innovantes et son influence sur la stratégie d'entreprise. Il est d'ailleurs un des auteurs que j'ai le plus cité dans mon mémoire de maîtrise il y a de ça, je pense que ça fait 20-25 ans. Donc, déjà à l'époque, il bousculait ma pensée par rapport au domaine de la gestion. C'est quelqu'un qui a enseigné à London Business School et à Harvard Business School aussi. C'est le fondateur de Strategos, qui est un cabinet international en conseil en management. Et évidemment, il a écrit de nombreux livres, de nombreux articles. Pensons à Competing for the Future and the Future of Management. Competing for the Future est d'ailleurs un des livres que j'ai notamment cité abondamment dans mon mémoire de maîtrise. C'est un bijou de lecture. Ça remet... Et là, on se place quand même dans les fins des années 90. Il a une perspective sur les organisations. Quand je disais tantôt pour Mintzberg qu'on voit comment avec le bon vin, là, comment on prend un certain temps et on voit les choses se prendre forme et valider certains concepts et idées, c'est un bijou dans ce sens-là. Ça nous permet vraiment de comprendre comment les organisations, dans une perspective très macro, comment qu'elles évoluent, comment qu'elles grandissent et dans certains cas disparaissent, mais quelles sont les compétences à la base qui leur permettent de tirer leur épingle du jeu. Je dirais, juste pour compléter le profil sur notre ami Gary Hamel, ses champs d'expertise, stratégie d'entreprise, innovation, leadership, changement organisationnel, tous des thématiques qu'on aborde sur le podcast. Donc, faisons-nous plaisir, explorons sa pensée. Oui. Il est connu pour certaines de ses idées, et là, je voulais en mentionner parce qu'on en parle dans le podcast, toutes les idées de compétences clés de l'organisation, les core competencies, justement avec Prahalad. Moi, je citais toujours Prahalad et Hamel. Donc, C.K. Prahalad, son auteur avec qui il a travaillé, un autre chercheur, il a introduit le concept de compétences distinctives, compétences fondamentales, qui désignent les compétences uniques et distinctives d'une entreprise sur lesquelles s'appuyer pour créer vraiment un avantage concurrentiel. Il a parlé beaucoup de management innovation. Il plaide pour l'innovation en matière de management. Donc là, je pense automatiquement à David Autissier, qui parle souvent de cette thématique-là dans les entrevues que tu as fait avec lui. Oui. Et bon, un dernier concept qu'il a amené dernièrement dans son dernier bouquin, le Humanocracy, donc une approche plus humaine du management centrée sur les employés et leur épanouissement. Très intéressant quand on parle je parlais dernièrement de willingness to sell en termes de créer de la valeur pour nos parties prenantes qui créent de la valeur, nos employés, nos partenaires clés. Je pense que ça fait référence à cette thématique-là. Pourquoi s'intéresser à ce livre? Très rapidement, parce que je me suis d'abord plongé souvent dans les livres ou articles de Hamel. J'apprends toujours quelque chose à lire à Gary Hamel. Son livre What Matters Now suscite donc mon intérêt pour quelques raisons particulières. Ses idées pour faire face aux turbulences du marché et des changements incessants. Donc, ce qu'on a parlé notamment à l'épisode 197. La compétition féroce et les moyens pour se démarquer, évidemment, core competency, stratégie, et l'impact sur le rôle de l'innovation dans la création de valeur, donc l'innovation qui est un élément clé de toute stratégie d'organisation. Je peux dire qu'en compagnie de Roger Martin, Rita McGrath et Michael Hammer, Gary Hamel est de ceux qui ont grandement influencé ma pensée stratégique et celle de l'organisation. Pour moi, je me dis que je me retrouve, tu dis tantôt, Roger Martin est comme un vieil ami. Pour moi, Martin, McGrath, Hammer et Hamel sont un peu mes gourous que je mets autour de moi pour réfléchir, pour faire évoluer ma pensée sur les organisations et de voir comment peuvent prendre forme au-delà des modèles. Là. Je parle de vraiment en pratique, parce que ces auteurs-là ont une vision très, 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 très pratique de mise en œuvre, de comment tout ça, ça prend forme. Et ça fait, je crois, de moi et des gens avec qui je travaille, de meilleurs conseillers, de meilleures personnes avisées par rapport à la prise de décision. Oui, C.K. Prahalad, donc qui est décédé. Je pensais qu'il était décédé plus récemment, non? Je regardais pendant que tu parlais en 2010. Mais Hamel et Prahalad, c'est mes débuts dans le management. Ça a commencé par là. Je suis toujours intéressé par ce que Hamel a à dire.
Et moi, je retiens encore, là, comme tu dis, là, the core competence of the corporation, cette question-là de désintégration verticale et de réflexion sur qu'est-ce qu'on fait à l'interne, qu'est-ce qu'on fait pas à l'externe. Et moi, c'est un livre fondateur pour moi. Hein. C'est si on peut comparer Porter à Isaac Newton pour ce qui est de la physique moderne, bien Gary Hamel, c'est probablement, tu vois, c'est les Stephen Hawking, c'est les plus contemporains, c'est plus près de nous. Enfin moi ça me parle un petit peu plus. C'est toujours un plaisir de voir ce que Gary Hamel a à dire. Et c'est près de nous, comme tu dis. C'est près des gens qu'on fréquente, David Autissier, Maurice Thévenet, même à la rigueur, peut-être même Laurent Bibard dans un autre registre. Mais on reviendra un peu là-dessus. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous sortir de ce bouquin-là. Et si je m'en vais dans un autre extrême, le 8e livre que j'aimerais apporter, c'est le livre Outsiders de William Thorndike Jr., un livre qui est peut-être un peu moins académique. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas créé par un auteur-professeur, mais plutôt par un praticien. William Thorndike est un investisseur et un entrepreneur. Il a quand même fait ses classes dans des belles écoles, quand on parle de Harvard et de Stanford. Il est fondateur de la firme Housatonic Partners, une société d'investissement spécialisée dans les entreprises de taille moyenne, avec des modèles d'affaires solides et une croissance durable. Donc, c'est quelqu'un très terrain. Il a siégé au sein de multiples conseils d'administration. C'est quelqu'un qui est très axé sur l'efficacité du capital, un leadership indépendant, une vision stratégique à long terme. Donc, une dynamique un peu plus financière, un peu plus modèle d'affaires, rendement, rentabilité. Et pourquoi s'intéresser à ce livre-là? Ben, c'est un livre qui m'a été chaudement recommandé par notre ancien collègue du temps de nos années chez Deloitte, qui dirige une autre firme aujourd'hui, Yannick Audet. Yannick m'a chaudement recommandé ce livre-là. Puis généralement, quand Yannick me propose un livre, c'est un bon livre à lire. C'est basé donc sur une relation de confiance de plus de 25 ans. Chaque livre que Yannick m'a recommandé, ça valait la peine. Donc, je pense que c'est intéressant de le mettre sur la table de chevet. Dans ce contexte, Outsiders est une lecture qui m'apparaît incontournable pour les dirigeants d'entreprise et les investisseurs parce qu'il y a une dynamique très terrain. Son analyse approfondie de la matière dont les leaders visionnaires peuvent transformer une entreprise en adoptant des stratégies non conventionnelles. Et c'est là que ça m'intéresse. Parce qu'on sort des sentiers battus. On parlait depuis tantôt de modèles mentaux, de façon de réfléchir à des problématiques. Mais voir comment d'autres ont réussi, c'est extrêmement intéressant de voir la logique sous-jacente à chacune des décisions et des résultats que ça a apporté. Bon, dans notre exploration des thèmes de stratégie, d'innovation, d'agilité et d'excellence, ben, je pense que ça va de soi de s'intéresser à ce livre et un livre qui parle de cet angle-là. Ouais, c'est toujours intéressant de voir ça. Et moi, j'aurais même des questions pour lui parce que justement, cette question-là d'investir sur le long terme versus justement le fait de rencontrer ses objectifs trimestriels, semestriels ou annuels, trouver ces équilibres-là, je trouve très, très intéressant et comprendre aussi cette question-là de comment nos biais peuvent nous faire passer à côté de certaines choses. Hein. J'ai toujours dit que je suis un late adopter. J'ai des biais qui me rendent un late adopter. Pourquoi? Parce que je pense d'une certaine façon. Et de temps en temps, ben oui, il faut y aller. 9e dernier livre dont je veux parler sur cette liste-là, ça fait longtemps que je veux me plonger là-dedans. C'est ma résolution de 2025. Je me plonge dans la pensée d'Edgar Morin. Donc, le livre en question s'appelle « Introduction à la pensée complexe ». Je ne ferai pas tous les 9 volumes de la pensée complexe. Là. Il y a plus de 5000 pages là-dedans. Mais je veux commencer à réfléchir à ça. Je veux commencer à comprendre ça. Donc, le profil de l'auteur... Edgar Morin, je ne ferai pas son CV ici, ça prendrait 10 minutes, mais c'est un des grands théoriciens de la pensée complexe, surtout en langue française, notamment l'auteur de La méthode, 6 volumes qui se veut une méthodologie de la transdisciplinarité, moi qui parle beaucoup et qui vis beaucoup cette question-là de transversalité ou de transdisciplinarité. Je pense que c'est extrêmement important. J'anime maintenant de plus en plus d'ateliers transdisciplinaires ou transversaux. Edgar Morin définit sa façon de penser comme constructiviste, mais pour le citer, il dit, c'est-à-dire que je parle de la collaboration du monde extérieur et de notre esprit pour construire la réalité. Et ça, what's not to love, encore une fois. Edgar Morin, donc pour aller au cœur des sujets qui rendent notre monde VICA, de plus en plus VICA, Laurent Bibard nous a surtout parlé de complexité lors de notre discussion à l'épisode 69.
On sait tous ce que c'est que la complexité. On en a une bonne idée. On sait la reconnaître quand on la voit, autrement dit. Peut-être pas la définir, mais on sait la reconnaître quand on la voit. Mais pour vraiment savoir de quoi on parle, il faut aller lire celui qui en a fait son sujet d'étude, donc Edgar Morin. Donc ensuite, on pourra aller lire Complexité des organisations du duo Laurent Bibard-Edgar Morin pour pouvoir poser de nouvelles questions à M. Bibard et pourquoi pas à M. Morin lui-même. Laurent Bibard et Edgar Morin sont co-directeurs de la chaire de la complexité à l'ESSEC. Donc, je vais essayer de profiter de ça pour creuser cet aspect-là un petit peu plus, puis mieux comprendre ces forces-là qui nous... qui agissent sur nos organisations au quotidien en ce début de 21e siècle. J'ai très, très, très hâte d'avoir l'essence de cette pensée-là. Comme tu me parles, tu as dit à peu près 5000 pages quand on regarde. On n'ira pas jusque-là. On ne fait pas un PhD sur la complexité, mais on va lire au moins l'introduction, hein, le livre de l'introduction, ce qui me semble juste et bon. Et ce que j'ai hâte, c'est comment qu'on va prendre justement cette introduction à la pensée complexe, qu'on va la mettre en relation avec l'ensemble des livres qu'on a parlé. Ça va donner certainement une perspective différente à la fin de l'année. Alors, j'ai très hâte qu'on puisse avoir une discussion sur qu'est-ce qu'on a retenu ou peut-être un peu plus loin dans l'année, sur les différents éléments de ces livres-là. Je pense que ça va être intéressant de voir comment ça peut influencer notre capacité à prendre de meilleures décisions, de considérer de meilleurs éléments dans nos décisions, et comment aussi influencer l'environnement dans lequel ces décisions-là doivent prendre forme. Quand on vous propose d'explorer ces différents livres avec nous au courant de l'année, ce n'est pas uniquement une question de faire un sommaire d'éléments clés. L'opportunité va bien au-delà. C'est une question beaucoup plus de comprendre les différents liens qui existent entre eux et les autres que nous avons déjà lus dans le passé et qui influencent notre pensée stratégique. Nous aimerions aussi connaître les livres qui sont prioritaires pour vous en 2025. N'hésitez pas à nous en faire part, de nous partager vos apprentissages. Nous sommes curieux de savoir ce que vous en avez retiré et nous sommes bien sûr curieux de rajouter ces livres comme 10e, 11e ou 12e livre à rajouter sur notre liste de lecture pour 2025. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous trouverez les notes et références au www.intelliaconsulting.com/épisode 198. Et pour ceux qui aimeraient explorer plus à fond ces sujets, nous vous invitons à considérer rejoindre notre communauté Innovation, Agilité et Excellence Pro. La communauté regroupe des leaders ambitieux désirant nourrir leur action stratégique par des échanges, des apprentissages et l'exploration de nouvelles idées et approches en compagnie de d'autres membres engagés. Pour plus d'informations, communiquez directement avec nous. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite une excellente semaine et surtout, bon début d'année. Bon début d'année, Jean-François. On se revoit très bientôt. À très bientôt. Merci. Bonjour à tous. Au revoir à tous.